Premier thème, le changement. Pourquoi changer? Que peut-on changer? Et comment changer? Le changement procède toujours d'un malaise. D'où l'idée que tout irait mieux si on pouvait changer. Changer de lieu, changer de métier, changer de vie, changer d'amour, et à défaut, si l'on ne peut rien changer de tout cela, se changer soi-même, changer de peau, en quelque sorte. C'est bien ce qui fait l'actualité du problème. C'est qu'aujourd'hui, grâce au progrès des techniques de toutes sortes, des techniques chirurgicales, des techniques esthétiques, des techniques psychologiques, on peut obtenir des transformations dont on n'aurait même pas rêvé il y a un demi-siècle de cela. Donc, on peut changer. Mais que peut-on changer? Jusqu'où? À quelles conditions? Certes, on est bien conscient qu'il y a le butoir de la réalité, et en particulier de la réalité biologique, de la taille, de la couleur de peau, encore que. Mais il reste le quotient intellectuel, par exemple, du moins pour la partie qui dépend de l'inné, des dons naturels, et qu'on le veuille ou non, ce qui dépend de la famille, de l'éducation, du milieu dans lequel on a grandi, des chances qu'on a pu avoir, ce qu'on appelle précisément l'inégalité des chances. Pour autant, plaçons-nous dans l'hypothèse de quelqu'un qui, soudainement, ou du moins en apparence, décide de changer de métier, de changer d'idéal de vie, de changer peut-être même de personnalité, de manière à lever les barrières qui l'ont plus ou moins emprisonné ou dont il a cru qu'elles l'emprisonnaient jusque-là. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une révélation? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un changement à 180 degrés? Ou au contraire, de l'éclosion apparemment soudaine d'une mutation qui aurait été longuement préparée? C'est ce problème que nous allons examiner à travers 3 cas différents. Le premier qui est le changement de métier, le deuxième qui est le changement personnel, et le troisième qui est ce changement très particulier, initié par Boris Cyrulnik et qu'on appelle la résilience. Premier cas, le changement de métier. Et Dieu sait qu'il est d'actualité à l'heure actuelle. Alors, il y a l'attitude phobique en fait. Je déteste mon boulot, je déteste mon patron, je déteste mes collègues, je claque la porte et je m'en vais. Partir. Le vieux rêve. Mais pour aller où? Il faut bien arriver quelque part. Justement, le changement, ça se prépare. Et les changements réussis commencent par des projets mûrement organisés. Je voudrais citer l'exemple de Dominique. En apparence, un virage à 180 degrés, mais de longtemps préparé et minutieusement programmé. Dominique, la trentaine, assistante de direction, très bien payée et très estimée dans son boulot, un gros groupe international, décide en apparence soudainement de laisser tomber son job et les promotions qu'il laisse espérer pour devenir artiste peintre. Pas si soudainement. Elle appartient à une famille d'artistes et elle se souvient du goût qu'elle avait toute petite pour le dessin et la peinture. Alors, persuadée de sa vocation, elle va se donner les moyens. Elle négocie un départ avec indemnité qui va lui permettre de subsister une bonne année avant de pouvoir vivre de sa toile et de ses peintures. Elle entre en contact avec des artistes peintres pour voir comment ils se débrouillent eux-mêmes et comment ils vivent en quelque sorte avec leur art. Elle se renseigne auprès de son banquier sur la possibilité d'obtenir des prêts avantageux pour installer son atelier. Elle loue cet atelier qu'elle aménage avec une surface d'exposition. Enfin, elle va jusqu'à suivre des stages techniques en Provence pour améliorer son utilisation des couleurs. Autrement dit, Dominique s'est donné véritablement le temps d'une vraie préparation, de manière à effectuer son virage dans les meilleures conditions. Elle a même prévu une solution de repli pour le cas tout simplement où ça ne marcherait pas. Je ne connais pas la suite, mais au moins elle aura essayé et mis toutes les chances de son côté
pour ne pas avoir de regrets. Deuxième cas, le changement personnel. Ce sera en quelque sorte le point de vue thérapeutique. En fait, nous avons affaire ici à deux types de demandes. Une première demande qu'on pourrait dire de chirurgie réparatrice en quelque sorte, qui vise à débarrasser la personne de comportements gênants ou de croyances erronées et qui vont pouvoir se contenter de thérapies brèves, ce que nous appelons nous les thérapies recouvrantes en quelque sorte, dans la mesure où il s'agit simplement de colmater les symptômes. Et ce sera en particulier le domaine du cognitivo-comportementalisme, le terme n'est pas facile à prononcer, voire de la sophrologie, qui peuvent se révéler très efficaces, effectivement, sur certains empêchements à vivre, qui seraient des phobies, des troubles du comportement alimentaire, certaines addictions, le tabac par exemple, des difficultés relationnelles, dans la mesure où on peut suspecter qu'il s'agit finalement de mauvaises habitudes qui sont conditionnées par l'éducation, les incidents de vie, tel ou tel traumatisme, et qui par conséquent peuvent être corrigés en quelque sorte. Ça, ce sera le premier type de demande. Le deuxième type de demande concerne une exploration, on pourrait dire, en profondeur. Là, il s'agit de comprendre sur quels matériaux on s'est construit, comment l'histoire infantile a pu effectivement conditionner ce que nous sommes devenus aujourd'hui, et par conséquent de viser même les contenus inconscients en quelque sorte de notre personnalité, de manière à les pouvoir aménager autrement. Ce sera donc le domaine notamment de la psychanalyse et plus généralement des thérapies découvrantes. S'agissant de la psychanalyse, nous nous référons à Elisabeth Roudinesco, qui est une historienne de la psychanalyse et qui dit très justement « Nos patients ne disent pas qu'ils ont été guéris, mais qu'ils ont changé leur destin ». Et elle cite notamment le cas de Anao, la première grande analysée en quelque sorte, qui de son vrai nom Bertha Pappenheim, est devenue pendant la Première Guerre mondiale une très grande militante à la fois sur le plan du féminisme et de l'aide aux soldats. Et elle dit, Anao n'a jamais été guérie de sa névrose, mais elle a changé son destin. D'où l'intérêt, sur le plan thérapeutique, on le comprendra bien, d'un diagnostic différentiel. On ne va pas traiter de la même façon une phobie accidentelle, une phobie d'animal, une phobie de l'avion par exemple, avec une véritable névrose phobique qui sera celle-là solidement installée. De même qu'on ne va pas traiter une simple timidité comme une phobie sociale qui conduirait à un véritable empêchement à vivre avec les autres. Donc, très important de savoir s'il s'agit en quelque sorte d'une rectification, on pourrait dire, de type presque esthétique, où il s'agit vraiment d'un changement en profondeur, car il est clair que la démarche ne va pas être la même dans l'un et dans l'autre cas. Ce sera par exemple des précautions qu'on va prendre en termes de comportement alimentaire. Dieu sait qu'aujourd'hui, surtout chez les adolescentes et les post-adolescentes, on a souvent affaire à des troubles du comportement alimentaire comme la boulimie par exemple. La boulimie peut être un phénomène relativement ponctuel. Une adolescente qui veut ressembler à un top modèle va se soumettre à un régime draconien qu'elle ne pourra par définition effectivement pas soutenir, et donc en quelque sorte en réaction, elle va sombrer dans l'habitude de la crise boulimique. Mais la boulimie peut être aussi quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus grave, de beaucoup plus profond, qui a à voir avec les relations familiales, et en particulier avec la relation avec la mère, dont on sait à quel point, dans le domaine nourricier en quelque sorte, elle peut jouer un rôle. Et là, par conséquent, il ne suffira pas de quelques séances de sophrologie ou de comportementalisme pour venir à bout de cette addiction boulimique. Dans le premier cas, il s'agit d'un simple conditionnement qu'on peut donc déconditionner. Dans le second cas, d'une véritable névrose qui se reconnaît effectivement à travers la tendance à la répétition, quelles que soient les étapes de l'existence. Troisième cas, le cas particulier de la résilience. Il mérite d'être étudié spécifiquement dans la mesure où on a fait de cette résilience une sorte de miracle qui permettrait en quelque sorte aux mal partis de l'existence de se réveiller un beau jour avec une énergie décuplée et des possibilités hors du commun. En fait, il s'agit d'une interprétation abusive
de la thèse fort intéressante par ailleurs de Boris Cyrulnik, qui s'est appuyé sur l'expérience des enfants des camps, donc des enfants qui ont connu une existence particulièrement malheureuse et qui ont témoigné en grandissant d'une énergie, d'une possibilité de rebondissement qu'on n'aurait pas attendu effectivement d'enfants maltraités. Mais la question restait de se demander pourquoi certains enfants bénéficiaient et d'autres pas de cette capacité de résilience. Cyrulnik évoque plusieurs hypothèses. La première hypothèse est de nature biologique. Certains sujets, qu'on définit, excusez-moi de la précision, comme de gros transporteurs de sérotonine, détiendraient naturellement une disposition à ne pas se laisser accabler par les coups du sort, mais de passer rapidement à autre chose. Deuxième hypothèse de nature sociale, l'effet de résilience correspondrait très souvent à des rencontres. Rencontres avec un parent, un ami, un professeur, une personne qui a compté en quelque sorte dans l'enfance ou l'adolescence de ces résilients et qui les a en quelque sorte réconciliés avec ce qu'on pourrait appeler un idéal du moi, une aspiration, une vocation. La troisième, et qui n'est pas la moins intéressante sur le plan affectif, est que, en fait, ces enfants qui ont bénéficié à un moment ou à un autre de cette résilience sont quand même des enfants qui, dans la prime enfance, dans leur âge précoce, ont été des enfants aimés par leur mère ou par le substitut maternel, quelles que soient d'ailleurs les qualités de cette mère ou de ce substitut. Ce qui montre bien, encore une fois, que tout changement, aussi miraculeux qu'il paraisse, prenne ses racines très tôt dans la vie.